Si vous êtes un fonctionnaire payé par l'État à faire un boulot que 3 autres personnes font déjà dans la ville dans laquelle vous êtes, il est probable que quand on va se retrouver dans une situation similaire à l'Argentine, il y en a plus qu'un sur 4 qui sera payé. Si vous empruntez à 3% et que vous investissez à 0, au bout d'un certain temps, l'exponentiel à 3% prend beaucoup plus vite que l'exponentiel à 0 et vous sautez. C'est là où on est en France. Donc si aujourd'hui les dépenses financières augmentent à une allure extraordinaire, et elles vont pas aujourd'hui, le premier dépense de poste de l'État, je crois, l'année prochaine, ça va être le service de la dette au-dessus de l'éducation. Ouais. Et donc il va falloir couper, et ça, on peut pas ne pas le payer. Puisque si on le paye pas, on fait défaut. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe si on fait faillite, si on rembourse pas notre dette, si on décide que la dette, on peut pas la rembourser? Plus personne ne va nous prêter. Et comme plus personne ne va nous prêter, la seule façon où on pourra acheter des biens à l'extérieur, ce sera d'avoir un excédent de notre balance commerciale. C'est-à-dire qu'on va devoir passer d'un déficit qui est assez considérable à un excédent en l'espace de 2 jours, littéralement. Et ça se passera par un écroulement des importations et du niveau de vie. Même si on est dans l'Union européenne et que l'Union européenne... Mais qu'est-ce qu'elle va faire l'Union européenne? Elle va continuer à nous payer pour qu'on paye des gens à rien foutre. L'Allemagne, aujourd'hui, est dans une récession profonde, et elle est en train d'essayer de s'en sortir en réorganisant son appareil de production et en devenant de plus en plus vertueux. Si la France devient de plus en plus vertueuse et que nous, on est gouverné par les crétins à l'Assemblée, vous ne pouvez pas rester dans le même taux de change. Déjà, l'industrie ne fait plus que 8 à 9% du PIB. Elle tombera à 0. Donc, si vous voulez, il faut faire une différence. Vous avez la création de valeur marchande, qui est faite par le secteur privé. Et puis, vous avez la création de monnaie. Et créer beaucoup plus de monnaie qu'on crée de valeur, ça s'appelle la planche à billets. Ça se termine toujours, comme on l'a vu en Argentine, au Venezuela, à Cuba, tout pays vénéré par la gauche, en France. Tous ces pays-là terminent avec une baisse du niveau de vie considérable. Eh bien, à partir du moment où si on vit, c'est un peu aussi crétin d'imprimer de l'argent en pensant que ça ferait de la valeur, que d'imprimer des diplômes en disant que ça va permettre aux gens d'avoir des bonnes situations. C'est pas parce que vous avez aujourd'hui, il y a 90% des Français qui ont leur bac. Eh bien, c'est pas pour ça que vous avez 90% des gens qui peuvent être des intellectuels. Vous imprimez des diplômes qui sont des faux diplômes, c'est comme de la fausse monnaie. Moi, quand j'étais gamin, passer le bac, c'était la galère, hein. J'ai eu du mal d'ailleurs, mais ça ne veut rien dire. Relisez simplement les copies de certificats d'études des gens des années 45-50, et vous vous rendez compte qu'il n'y a pas un gars d'aujourd'hui, il y a beaucoup des gars qui passent le bac ne seraient pas capables de passer le certificat d'études. Ça leur faisait partir un train de Lyon qui arrivait à Paris, puis il y avait l'autre qui partait dans l'autre sens. Il fallait calculer quand ils allaient se croiser, on pense encore. C'est que la dette, c'est pas la dette de la France, c'est la dette de l'État français. Et le patrimoine, il n'est pas à l'État français, il est aux particuliers français. Donc ce monsieur est en train de nous dire, tranquillement, que le droit de propriété, ça n'existe pas. Et donc, il dit une connerie grosse comme lui, parce que sans droit de propriété, vous n'avez pas de croissance économique. Mais le château de Versailles, par exemple, c'est un patrimoine français qui appartient à l'État français. Qui c'est qui va l'acheter? On va le démonter pour l'amener aux États-Unis. La Tour Eiffel. Et puis en plus, on a fait des calculs sur la valeur du patrimoine français. Et le patrimoine public, compte tenu de la dette publique, est à moins 400, moins 500 milliards, facile. Donc ce monsieur dit n'importe quoi. Il comprend pas la comptabilité en partie double. Et il comprend pas la notion de droit de propriété. Et il se dit économiste. Or, il n'y a jamais eu de croissance économique dans un pays s'il n'y a pas le droit de propriété. Pourquoi je me défoncerais pour laisser un État, pour qu'il me vendrait les immeubles que j'ai achetés parce que j'ai bossé comme un fou, pour le donner pour transférer du pognon à des gens qui bossent pas? C'est même pas envisageable. L'économie, c'est la création de valeur. À partir d'aujourd'hui, dans le budget aujourd'hui, les dettes qu'on crée ne créent aucune valeur. Il n'y a pas de valeur ajoutée. La seule valeur ajoutée, c'est créée par le secteur privé. Et la question que je pose toujours, c'est très bien. Vous avez embauché, j'ai fait des travaux savants, je pourrais vous les envoyer si ça vous amuse. Avec plaisir. Donc je montre que chaque fois que vous embauchez un fonctionnaire, le poids de l'État dans l'économie augmente, puisque vous avez embauché un fonctionnaire. Et quand vous avez embauché un fonctionnaire, ça met trois personnes au chômage. Parce que les gens que vous payez ici, ils sont payés par le secteur privé, du coup ils ne peuvent pas embaucher les gens. C'est-à-dire que vous avez une relation complètement parfaite entre le poids de l'État dans l'économie,
S'il augmente, un an plus tard, le chômage augmente. Si le poids de l'État baisse dans l'économie, un an plus tard, le chômage baisse. Donc, si vous voulez, cette idée que le poids de l'État dans l'économie n'a aucune importance, c'est complètement crétin. Le jour où les gens faisaient confiance à la dette anglaise, qui était le guild, c'était la monnaie de réserve du monde, c'était la dette anglaise, et ça, c'était en 1935. Et en 1975, 40 ans après, le FMI était à Londres. C'est-à-dire, le FMI le FMI était à Londres pour dire à l'État britannique comment il devait gérer. Donc, si vous voulez, l'année prochaine, il va falloir trouver entre 350 et 400 milliards d'euros sur les marchés. Comment on fait? Je sais pas quel est l'imbécile qui va nous prêter. Puisqu'aujourd'hui, si vous voulez, on est incapable de rembourser. Vous faites tourner n'importe quel tableau Excel, et vous vous rendez compte qu'on ne remboursera jamais. Ça va passer à 400, puis à 500, puis à 600. Et la question, c'est ce que disait Oscar Wilde. Quand on lui a demandé comment il s'était ruiné, il avait dit lentement au début, très vite à la fin. Ça fait 40 ans que les gens tirent des traites sur l'économie française pour acheter des voies de la paix sociale. Ils ont acheté aucune paix sociale, d'ailleurs, ça marche pas du tout. Et aujourd'hui, on arrive au moment où l'étranger va refuser de financer notre dette. Et à ce moment-là, le pouvoir d'achat des Français, c'est très simple. C'est ce qui crée la création de valeur, plus que l'État emprunte pour eux, les transferts. Et le jour où on pourra plus emprunter, notre niveau de vie va baisser, celui-là va passer à 0, et on va se retrouver avec un niveau de vie qui va baisser de 20%. C'est arrivé à la Grèce, c'est arrivé à Chypre, c'est arrivé à l'Argentine, c'est arrivé au Zaïre, c'est arrivé au Venezuela. C'est arrivé, et chaque fois que c'est arrivé à Cuba, c'est arrivé au Liban. Si vous voulez, la dette, c'est que de l'impôt différé. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous empruntez et que vous laissez la charge de l'emprunt au suivant. En partant du principe que les actifs qui auraient été créés dans l'intervalle seront plus élevés que la dette. Et qu'est-ce qui se passe si les actifs baissent? Je vous donne un exemple. En Italie, très beau pays d'être, que j'aime beaucoup, vous avez, aujourd'hui, la démographie est tellement mauvaise que chaque petit enfant a 4 grands-parents. Vous direz, c'est pas bien nouveau, ça. Hein, mais ce qui est étonnant, c'est que pour ces 4 grands-parents, c'est le seul petit enfant. Donc aujourd'hui, si vous voulez vous acheter une maison dans n'importe quel village ou petite ville en Italie, on vous la donne. On vous paye pour l'acheter. Donc qu'est-ce que vaut le patrimoine immobilier italien aujourd'hui, compte tenu de ses fondements démographiques? Rien. Et vous pouvez ne pas le faire sur une dette. Et là, vous comparez un patrimoine, une dette qui est liquide, qui est payée, qui est tous les jours sur les marchés, dont la valeur est inconnue, à un truc qui est complètement illiquide dans les mains du privé. Mais c'est n'importe quoi. L'idée, si vous voulez, qu'on peut vivre en s'endettant, c'est-à-dire que vous dites tranquillement, je peux vivre en volant. Ce que disait Bastiat, qui est un grand économiste que j'aime beaucoup, qui écrivait un français merveilleux d'ailleurs, il disait, si vous voulez vraiment quelque chose dans la vie, il y a 2 choses que vous pouvez faire, il n'y a que 2. Vous pouvez soit travailler comme un fou pour l'avoir, hypothèse numéro 1, soit la voler. Et ce que disent ces économistes, c'est que c'est plus simple de voler. Ils ont raison. Et il disait Bastiat, si vous vous mettez dans une démocratie, si vous vous mettez suffisamment ensemble pour décréter que le vol est une bonne idée, à ce moment-là, vous pourrez voler. Et c'est ce qu'ils ont organisé. Ils volent. C'est du vol à la tire. Et ils s'en félicitent. Ils appellent ça la justice sociale. Et les gens deviennent de plus en plus pauvres. Parce qu'il y a de moins en moins de valeur qui est créée, parce que tous les gars qui sont capables de créer la valeur s'en vont. Moi, j'ai vécu 10 ans à Hong Kong. Quand j'étais à Hong Kong, il y avait 5000 Français. C'est bien. Aujourd'hui, il y a eu le changement de régime, etc. Et à Hong Kong, il y a 20 000 Français, tous chefs d'entreprise. Ils sont pas en France. Vous allez en Floride, il y a que des Gaulois. Vous allez à Londres, toute la City, dans tous les marchés obligataires, il y a que des Gaulois. Vous allez en Californie, il y a que des Gaulois. Vous allez à Hong Kong, il y a que des Gaulois. Vous allez en Thaïlande, vous trouvez que ça. On est en train de perdre tous les gars qui sont capables de créer de la valeur. Ils sont là. Pourquoi? Parce que vous gagnez pas. On ne paye pas assez en France? C'est pas qu'on paye pas assez, c'est que le risque n'est pas récompensé. Vous prenez un risque essentiel quand vous êtes un entrepreneur. Vous risquez de sauter. À tout moment. Vous avez aucune garantie sociale. Il n'y a pas d'assurance chômage pour les entrepreneurs. Et quand vous regardez ce qui se passe en France, c'est pas difficile. Si vous gagnez 100 en tant qu'entrepreneur, vous avez du pot si vous en reste 40. Si vous avez gagné 100
À Hong Kong, il vous en reste 90. Donc, vous pouvez réinvestir 2 fois plus vite. Donc, en France, si vous gagnez, vous êtes un haut fonctionnaire, vous gagnez 100 000 euros. Vous êtes un employé A4 de chez L'Oréal, vous gagnez 100 000 euros. Vous êtes un entrepreneur, vous gagnez 100 000 euros. Le fonctionnaire, il est certain de gagner 100 000 euros jusqu'à la fin de ses temps, même probablement 2 ou 3 fois, s'il peut avoir 14 retraites, comme l'avait eu le type qui s'est occupé des retraites, là, c'est de l'État, il gagne beaucoup plus que ça. Monsieur Hollande a à peu près 350 000 euros par mois de retraite. 350 000 euros par mois? De retraite, avec toutes les retraites qu'il a accumulées. Pareil pour Jospin, pareil pour Juppé, pareil, le conseil général, tout ça. Donc, vous prenez ce gars-là, mettons qu'il ait 100 000 euros de retraite, ce qui serait très bien pour une année. Moi, en tant que chef d'entreprise, si je veux avoir 100 000 euros par an, il faut que j'ai un capital qui m'assure ça, qui soit indexé sur l'inflation. Eh ben, il faut que j'ai un capital de moins 20 millions. Sinon, je ne peux pas le faire. Donc, tous ces gars-là se font des retraites en or, et qui les paye? Ben, c'est moi. Avec les impôts que vous payez. Ou la dette. Comment Ou la dette qu'ils empruntent pour payer leur retraite. C'est profondément injuste. Normalement, le type qui est un fonctionnaire, il devrait être taxé à 60%, marginalement. Le type qui est chez L'Oréal, il prend un peu plus de risque, il peut être viré, il devrait être taxé à 40. Et l'entrepreneur, il devrait être taxé à 10, comme à Hong Kong. Parce que lui, ça peut disparaître du jour au lendemain. Aujourd'hui, pour 10 000 employés, vous avez 70% de fonctionnaires de plus en France qu'en Allemagne. Et l'Allemagne n'est pas plus mal gérée que la nôtre, hein, que nous. Donc cette idée, si vous voulez que si vous donnez du pognon en empruntant à des bons à rien qui vont le dépenser, comme ça va maintenir la croissance économique, ça maintient rien du tout. Ça maintient la pauvreté. D'ailleurs, si vous faites une relation entre le poids de l'État dans l'économie et la pauvreté, plus le poids de l'État dans l'économie est gros, plus la pauvreté est forte. L'État crée de la pauvreté naturellement, parce que comme ça lui permet de subventionner des gens qui ensuite voteront pour lui. C'est toujours ce qui se passe. C'est l'histoire de l'Argentine. On fait gonfler la dette pour se faire élire. Exactement. En payant les gens de rien foutre, en leur expliquant qu'ils doivent avoir peur. Toute la politique maintenant depuis 25 ans, quand j'ai quitté la France en 81, c'était un pays gai, joyeux, les gens rigolaient dans la rue, les femmes aimaient les hommes et les hommes aimaient les femmes, c'était merveilleux. Et puis d'un seul coup, je suis revenu il y a quelques années, les Français sont devenus un peuple sinistre, triste, qui a peur de tout. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus subventionnés. À partir du moment où vous êtes subventionné, vous ne pouvez pas dire non à celui qui vous subventionne. Il n'était pas dans les années 80. Pas du tout. Quand De Gaulle était au pouvoir, l'État faisait 30% du PIB, et la Suisse était à 30% du PIB aussi. Aujourd'hui, la Suisse est où? À 30% du PIB. Ils sont riches comme des pluies. Il y a plein d'emplois, il n'y a pas de problème, et nous, on est à 60. Et notre niveau de vie est la moitié de celui qu'il était des Suisses, alors qu'il était plus élevé en 1960. Donc, quand est-ce que les Français vont cesser de admettre que recevoir des subventions, c'est déshonorant pour celui qui le reçoit et pour celui qui la donne. C'est déshonorant dans les deux cas de figure.